Les Calédoniennes et les Calédoniens qui souhaitent, peuvent se rendre aux urnes le 12 décembre pourront le faire. Juridiquement, le référendum est dans le cadre de la loi française de la Constitution, mais politiquement, il ne résout rien, bien au contraire, il aggrave les tensions. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de C'est en France. De Paris à Nouméa, nichée à quelques 17 000 km d'ici, dans la région Indo-Pacifique, la Nouvelle-Calédonie concentre l'attention depuis quelques semaines. Un référendum sur l'indépendance de l'archipel doit s'y tenir le 12 décembre prochain. Ce vote doit clore un chapitre de l'histoire de cette colonie française depuis 1853. Ils sont les premiers habitants de l'île. Les Kanaks, une population tribale aux traditions millénaires. En 1853, les premiers colons arrivent et prennent possession du territoire. Les autochtones sont alors parqués dans des réserves au nord et à l'est de l'île. Décimés par les maladies ou massacrés lors de révoltes, leur nombre est divisé par 2 en quelques années. Les Caldoches, les descendants de colons blancs, sont eux plus nombreux. Milieu des années 60, le cours du nickel explose, l'île en regorge. Des fortunes sont bâties, mais les Kanaks restent en marge. Le constat d'une société profondément clivée. Dans les années 80, le territoire s'embrase, la question de l'indépendance devient alors centrale. 2 camps s'affrontent violemment, les loyalistes Caldoches et les indépendantistes Kanaks. 22 avril 1988, point de bascule, nous sommes dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Ce jour-là, un groupe d'indépendantistes Kanaks cible la gendarmerie de Fayaoué. 3 de leurs hommes sont blessés, 4 militaires sont tués. 26 gendarmes sont ensuite pris en otage par le commando. Certains d'entre eux sont conduits dans la grotte de Gossana sur l'île d'Ouvéa. Ils y passeront 10 jours. Le 5 mai, l'assaut y est donné. 19 Kanaks et 2 gendarmes sont tués. Quelques semaines après le drame, cette poignée de main entre l'indépendantiste Jean-Marie Thiabou et le loyaliste Jacques Lafleur. Les 2 hommes signent l'accord de Matignon le 26 juin 1988. Un pacte fondé sur l'organisation d'un référendum d'autodétermination et un rééquilibrage des richesses. Que nous avons réussi à comprendre, tous autant que nous sommes, que nous devions savoir donner, savoir pardonner. Je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important. Le leader kanak paiera de sa vie cette tentative de réconciliation. Il est assassiné le 4 mai 1989 par un extrémiste kanak. Son bras droit, Yewene, est lui aussi abattu. C'est finalement l'accord de Nouméa, signé en 1998, qui entérine l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Une première consultation est menée le 4 novembre 2018. Les loyalistes l'emportent avec 56,7% des voix. 2 ans plus tard, en octobre 2020, c'est encore le non à l'indépendance qui l'emporte, mais avec 53,3% des suffrages cette fois. La 3e et dernière étape de ce référendum aurait dû se tenir en septembre 2022, conformément à l'accord de Nouméa. Mais Paris l'a avancé au 12 décembre prochain. Dans les faits, la Nouvelle-Calédonie est déjà souveraine en matière de sécurité civile, d'éducation ou encore de santé. C'est un statut unique inscrit dans la Constitution française. À l'approche de cette 3e et dernière étape du référendum, les indépendantistes ont fait savoir qu'ils ne prendraient pas part à ce scrutin puisqu'ils contestent le choix du 12 décembre, alors que les loyalistes, autrement dit les non-indépendantistes, font campagne pour le non. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu le 12 décembre. Le haut-commissaire représentant de l'État l'a annoncé en province Nord, fief des indépendantistes. Ceux-ci réclamaient le report du vote à cause de la crise sanitaire du Covid-19 qui touche la Nouvelle-Calédonie depuis le mois de septembre. Si le 12 décembre, une partie seulement de la population va voter avec une abstention plus ou moins massive, et cette abstention
elle va faire quoi? Elle va délégitimer les résultats de cette consultation. Sentiment largement partagé dans les fiefs indépendantistes, comme ici à Weilou, l'une des 3 communes du sud minier de la province Nord. 87% des habitants ont voté oui au référendum d'indépendance de 2020. Cette crise-là n'a pas été comme les crises précédentes, où on n'avait pratiquement pas d'impact. Du coup, il faut faire ce deuil-là. Et ce vote-là, ce référendum, il nous met la pression. On a l'impression qu'on ne nous écoute pas. Les non-indépendantistes sont satisfaits. Ils étaient favorables au maintien du référendum. Je considère que cette décision est normale. Les critères sanitaires aujourd'hui sont plutôt favorables. Il aurait été plutôt anormal que l'État fasse le choix inverse. Donc c'est une bonne chose que ce référendum se tienne le 12 décembre prochain, de manière à passer à la suite. À Farino, commune située à 120 km au nord de Nouméa, 88% des habitants ont voté non au référendum d'indépendance de 2020. Quasiment tous ont pris part à ce vote. Le jour où on n'est plus français, on aura perdu gros. J'attends qu'il n'y a pas l'indépendance, c'est tout. Voilà. C'est tout. Voilà. Oui. Pourquoi? Qu'on puisse vivre heureux comme on a toujours vécu. Je ne veux pas retourner en arrière. Dans ce contexte de grande polarisation en Nouvelle-Calédonie, le vote se passera-t-il dans le calme? Réponse le 12 décembre prochain. On va revenir un peu plus en détail sur les enjeux de ce scrutin avec vous, Benoît Trépied. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes anthropologue et vous êtes chargé de recherche au sein du CNRS. Vous connaissez très bien la Nouvelle-Calédonie puisque vous y avez vous-même vécu quelques années. On parle à ce jour encore de colonie lorsque l'on évoque la Nouvelle-Calédonie. Et dans la Constitution française, le terme décolonisation est mentionné. Oui, alors cette question particulière est liée à la trajectoire historique de l'île, qui est devenue une colonie à partir du milieu du 19e siècle. Et donc, suite à ça, en 1946, c'est devenu un territoire d'outre-mer comme les autres outre-mer. Mais le peuple kanak, le peuple autochtone premier, s'est trouvé en minorité en raison de l'afflux continu migratoire de Français. Et donc, eux, on continue à vivre dans une situation coloniale. Et à ce titre, on le dénonce, on demande l'indépendance. Et ils sont allés jusqu'à l'ONU pour inscrire la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser en 1986. Ça a été reconnu par les Nations Unies. Et depuis lors, la Calédonie est suivie sur la scène internationale pour son processus de décolonisation. Vous évoquez à l'instant cette population kanak, minoritaire aujourd'hui, mais néanmoins avec une culture et une identité très forte, que c'est ce qui explique aussi en partie que cette société soit si fracturée. De fait, la colonisation en Nouvelle-Calédonie a repoussé les Kanaks aux marges de la société coloniale et les a mis dans des réserves dont ils n'avaient pas le droit de sortir jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça les a longtemps marginalisés, mais ça a paradoxalement permis aussi à la culture kanak, aux langues kanak, de se perpétuer en fait. Donc ça reste une société où les échanges entre les clans, les grandes familles, les solidarités lignagères, etc. sont toujours très prégnantes. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand quelqu'un meurt, il y a des grands échanges coutumiers, des échanges de dons, des mobilisations familiales importantes. Et c'est pour ça qu'actuellement, suite à la pandémie de Covid, il y a un vrai problème de gestion culturelle de tous ces morts qu'il faut enterrer selon les rites locaux habituels. Et c'est justement ce qu'ont dénoncé les indépendantistes, le fait d'avoir imposé cette date du 12 décembre, qui ne leur laisse pas le temps suffisant pour pouvoir mener à terme leur processus de deuil. Certains, depuis Paris, ont dénoncé cela comme un argument, mais l'anthropologue que vous êtes, vous confirmez que ce rite est important et qu'il prend du temps? Alors oui, c'est tout à fait central dans les pratiques sociales et culturelles quotidiennes des Kanaks. Et tant que ces rituels ne sont pas pratiqués, il est extrêmement difficile de passer à autre chose. Et les gens sont dans une attitude de retrait
Le temps du deuil en Nouvelle-Calédonie, dans le pays kanak, n'est pas celui de la politique. Quelle que soit l'issue de ce scrutin, que ce soit le oui ou le non qui l'emporte, est-ce que ça permettra de solder ce contentieux? Au lendemain du référendum, rien ne sera réglé parce qu'au final, on est arrivé à cette situation paradoxale d'un référendum d'autodétermination où l'immense majorité des Kanaks, qui sont le peuple colonisé au départ, ne se prononcent pas sur cette question de la souveraineté, ce qui est un non-sens politique. Donc juridiquement, le référendum est dans le cadre de la loi française, de la Constitution, mais politiquement, il ne résout rien, bien au contraire, il aggrave les tensions. Alors que les deux référendums précédents, 2018-2020, avaient suscité un large consensus. Et c'était le non qui l'emportait. C'était le non qui l'emportait, tout à fait, mais les résultats étaient incontestables. L'accord de Nouméa, par ailleurs, prévoit 3 référendums en cas de victoire du non. Et de fait, le calcul politique des indépendantistes est assez intéressant à constater, puisqu'en fait, on voit que de 2018 à 2020, le oui a progressé, le non a baissé, et l'écart s'est resserré. Et c'est pour ça que ce 3e référendum, si la dynamique consensuelle d'appel global de tous les citoyens à se prononcer sur cette question avait été maintenue dans des bonnes conditions, personne en réalité n'aurait pu savoir à l'issue du scrutin. Il y aurait certainement eu un très faible écart, ce qui était encore la meilleure façon de continuer un dialogue et de trouver un compromis. Et maintenant qu'on arrive au terme de ce moment clé, c'est extrêmement dommageable de voir que le gouvernement actuel, pour des raisons qui lui appartiennent, a décidé de fragiliser tout cet édifice. Dans tous les cas, si l'archipel devenait indépendant, est-ce qu'il ne serait pas aussi de facto sous influence chinoise? Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur cette question, c'est que les indépendantistes ne demandent plus, depuis longtemps, une indépendance sèche et entière. Ils demandent un statut d'indépendance association, qui veut dire que la Calédonie deviendra un État qui recouvre entièrement sa souveraineté politique, qui est reconnue à l'international, mais qui décide librement de confier certaines de ses compétences à un autre État, et en l'occurrence la France, au nom de l'histoire commune. Et ce serait encore ça le meilleur rempart contre la Chine, à mon sens. Merci beaucoup, Benoît Trépied. Merci pour tous ces éléments de compréhension. Merci à vous de votre fidélité à nos chaînes. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.